Je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain. Dans cette émission, je vous propose de poursuivre la diffusion de notre long format consacré à l'histoire et au renouveau de l'architecture en terre crue. La semaine dernière, nous avions principalement parlé de l'histoire justement de cette technique d'architecture et je vous propose aujourd'hui de rentrer vraiment dans le vif du sujet en allant à Franchelin, à Ars, à Villefontaine pour découvrir différentes techniques et typologies d'architecture en terre crue. Nous irons également à Rérieux pour découvrir que la bourgeoisie a adopté également cette architecture à un moment donné de son histoire. Et puis nous terminerons cette partie de ce long format pour découvrir une école, une toute nouvelle école qui a été construite à Villefranche-sur-Saône. Nous commençons notre parcours au nord de Lyon, dans le département de l'Ain, où une grande ferme construite au XIXe siècle sur un plan spectaculaire carré constitue un très bon exemple de l'architecture rurale construite en pisé. Et on voit sur ces façades ces lignes horizontales qui correspondent aux différentes couches de mise en place du matériau dans les coffrages dont on a parlé. Cette ferme se déploie autour d'une cour intérieure carrée. On mettait la traverse en bois pour appuyer le coffrage. Et le bois dépassait à l'extérieur. Donc à l'extérieur, sur les deux bois, on mettait une planche. Comme échafaudage. Oui, pour que les ouvriers puissent piser du dedans et du dehors. Okay. Et puis après, ils montaient. In Switzerland, we would have never built with this material because it's very rich in clay and sand, but in my opinion, it's missing on stones. And this is interesting to see that even these buildings are standing, that might be not just perfect in the material compartments, but also these buildings are standing over 200 years. D'autres villages de la région témoignent de cette emprise et de cet usage constant du pisé. Voici la maquette du village d'Ars, toujours dans le même département de l'Ain. En maquette, on voit sur les façades des maisons ces lignes horizontales qui témoignent de cette technique du pisé. Et dans ce même village habitait un curé qui est d'ailleurs devenu célèbre plus tard, notamment parce qu'il vivait une vie monacale, une vie extrêmement austère, et sa maison, elle-même construite en pisé, témoigne de la modestie de son mode de vie et de sa proximité avec ses concitoyens dans ce modeste village. Par contre, cette même technique du pisé, dans cette même région, et dès la fin du XIXe siècle, et c'est un phénomène étonnant sur le plan sociologique, est adoptée par la bourgeoisie. Et donc, toute une série de familles aisées de Lyon se construisent des petits châteaux avec cette technique du pisé, de construction en terre, dans tous les villages périphériques, surtout au nord de Lyon. Si je parle si souvent de Lyon, c'est pas par hasard. Il se fait que cette ville a été un lieu emblématique du renouveau de la construction en terre crue. Et ce, dès la Révolution française, et très précisément à la date de 1789. C'est en effet à cette date et dans cette ville que débute la carrière d'un modeste maçon, François Cointreau, qui va devenir mondialement célèbre en étant le premier architecte de l'histoire de l'humanité à la fois théoriser et pratiquer une modernisation de la construction en terre qu'il appelle lui-même le nouveau pisé. C'est une histoire exemplaire parce que ce modeste maçon a écrit une soixantaine de livrets, de fascicules militants en faveur du renouveau de la construction en terre, qui ont été eux-mêmes traduits à cette époque en 10 langues. Lui est donc très influent au début du XIXe siècle. L'autre grand pionnier, c'est Hassan Fatih en Égypte dans les années 50. Et le troisième grand pionnier, c'est un groupe franco-belge qui a été fondé à Bruxelles dans les années 70 et qui s'est installé définitivement à Grenoble en 79. Le groupe Cratère est considéré aujourd'hui comme le plus célèbre
par ses recherches scientifiques, technologiques et ses enseignements en faveur de la construction moderne en terre crue. Et c'est dans cette mouvance de ces trois pionniers que j'ai moi-même cherché, quand j'ai réalisé mon exposition au Centre Pompidou en 1981, d'apporter ma contribution pour faire avancer la cause du renouveau de la construction en terre. C'est ainsi que j'ai été amené à initier à Villefontaine, à 25 km au sud de Lyon, la construction du premier quartier urbain d'habitat social édifié en terre. Le domaine de la terre, qui est composé d'une soixantaine de logements sociaux. Et au lieu de confier ça à un architecte, suite à un concours, on en a choisi une dizaine pour assurer une diversité des architectures proposées et aussi une diversité des techniques nouvelles de construction en terre, structure en bois avec remplissage terre, mélange terre-paille et puis surtout le pisé. The domaine de la terre is very important in the history of this region because it was a big project that showed again that it is still possible in this time to build with earth. It was in the 80s, it was 50 years ago. Ce quartier a été le premier en Europe à être construit avec cette volonté de moderniser cette technique et il a été lui-même influent, c'est du moins l'avis des historiens aujourd'hui. Also es ist natürlich überraschend, wie das vor mehr als 40 Jahren plus minus, wo das erstellt wurde, wie innovativ hier gebaut wurde. Es sind verschiedene Techniken mit Stampflehm, mit Adobe oder Strohlehm, Holz ausprobiert worden. Verschiedene Architekten, die unterschiedliche Konstruktionen gemacht haben. Das ist eigentlich sehr innovativ. Das sind eigentlich genau die Themen, die wir heute wieder besprechen. Wie können wir Lehmarchitektur weiterbringen? Was für Rezepturen, was für konstruktive Sichtweisen sind interessant? Welche Kombinationen Holzlehm, Strohlehm stabilisieren oder nicht? Was ist interessant? Wo gehen wir weiter? Das ist eigentlich hier vor 40 Jahren alles schon gemacht worden. Und das ist natürlich beeindruckend. Und wir haben vorher diskutiert, wir haben uns gefragt, wieso ist das dann nicht sofort auch weitergegangen mit diesem Versuch hier. Und ich würde sagen, es hat fast 40 Jahre gebraucht, bis der Druck vielleicht jetzt auch über diese Fragen des Klimas so hoch geworden sind, dass wir genau hier eigentlich auch mit der Forschung wieder ansetzen und versuchen eben den nächsten Schritt zu machen. Sicher war der Ort schon jetzt immer auch inspirierend für viele Lehmbauer, ich denke auch für Martin Rauch zum Beispiel, auch für uns. Aber ich glaube, er hat sehr vieles vorweggenommen und was heute ganz wichtige Themen sind. Oder? Und ja, in dem Sinne eine wundervolle Inspiration. Et dans la région Rhône-Alpes, nous allons précisément faire le tour de quelques bâtiments construits après l'inauguration du domaine de la terre. Notre voyage commence avec cette chapelle assez vaste, construite en pisé dans les années 80. Wir haben uns gefragt, ob das eine Präfab-Geschichte ist, das heißt, dass eine tragende Struktur aus Beton und dann die innere und äußere Schale vorfabriziert wurde. Man ist sich nicht ganz sicher aufgrund der Materialstärke. Wenn man klopft, hat man das Gefühl, es ist nicht so dick. Und interessanterweise ist der Altar ebenfalls gestampft, allerdings wurden die Elemente gedreht vertikal und das kann man nicht stampfen so. Das heißt, das deutet darauf hin, dass das ein Präfab-Element war, das gedreht wurde und dann zum Altar gemacht wurde und ist vielleicht ein Indiz, dass diese ganze Konstruktion tatsächlich in Präfab-Elementen vorgestellt wurde, außen wie auch innen. Aber nichtsdestotrotz ein wunderschönes Beispiel auch von der räumlichen Qualität und wie diese Räume entwickelt wurden, was für eine Kraft sie entwickelt haben. Und also wir haben es ihnen noch nicht ganz sicher, aber wir könnten uns vorstellen, dass das vielleicht ein frühes Beispiel von Präfabrikation jetzt in der zeitgenössischen Lehmarchitektur ist. Ja, gab es ja früher schon, die Präfabrikation auch. Dans un village tout proche, à Farins, qui est lui aussi dans le département de l'Ain, on voit ici un centre communautaire rural et dont la structure intérieure est particulièrement réussie
et qui s'inspire de la logique des pigeonniers anciens qui étaient eux-mêmes construits en terre. Ce qu'il y a de plus notoire dans le renouveau de l'architecture en terre dans la région Rhône-Alpes, c'est le fait que des bâtiments publics, des écoles primaires, aient été édifiés en pisé. Si vous avez envie de découvrir cette école de Villefranche-sur-Saône, eh bien rendez-vous la semaine prochaine dans Archi Urbain sur BX1, bien évidemment. On découvrira cette école, mais on découvrira également une autre école qui se trouve à Verinthuélin. La terre n'aime pas trop l'eau, donc il faut la protéger en bas et en haut, ce qu'on appelle les bonnes bottes et le bon chapeau. D'où le dépassé assez important en toiture et puis un soubassement, un petit soubassement tout petit en béton pour asseoir les trumons. Et le premier 1 mètre qui est réalisé avec de la terre stabilisée avec de la chaux à 5%, simplement pour la rendre d'une surface un peu plus dure et probablement effectivement moins sensible à des éclats d'eau et de l'usure. Puis on vous a beaucoup parlé du pisé, cette technique de réalisation d'architecture en terre crue, mais la semaine prochaine on vous parlera également de 2 autres techniques, la bauge et surtout le mâche-fer. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve donc dimanche prochain pour la 3e partie de ce long format consacré à l'histoire et au renouveau de l'architecture en terre crue. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. Au revoir.